Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo a répondu présent à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara, l'hôte du jour, aux côtés d'autres présidents dont Nana Akufo-Addo du Ghana, Mohamed Bazoum du Niger. Le président de la République a adopté la déclaration d'Abidjan, un engagement politique unanime pour la gestion durable des terres et la restauration de leurs écosystèmes. Je voudrais réitérer mon appel aux pays développés à réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre et à tenir l'engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an afin d'aider les pays en développement à réussir leur adaptation au changement climatique et leur transition énergétique. Dans ce contexte, je voudrais féliciter le Fonds monétaire international pour la mise en place du Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité en vue d'aider les pays vulnérables à faire face aux défis structurels qui présentent des risques macroéconomiques tels que les changements climatiques et les pandémies. Tour à tour, les chefs d'État présents à Abidjan ont pris la parole pour réfléchir sur des mesures urgentes à prendre en vue de reboiser les forêts, de développer de bonnes pratiques agricoles, de prévenir l'érosion des sols, de gérer les ressources en eau, d'améliorer la gestion des pâturages, des forêts et du bétail. Mesdames et messieurs, les questions relatives à la dégradation des terres préoccupent au plus haut point mon pays, la République démocratique du Congo, connu pour l'immensité de ses ressources naturelles, notamment sa méga biodiversité et ses dizaines de millions d'hectares de terres arables qui font de lui un pays solution face aux nombreux défis environnementaux rencontrés. Je tiens à rappeler ici que les forêts congolaises au sein du bassin du Congo séquestrent plus de 140 gigatonnes de dioxyde de carbone. Les récentes études scientifiques basées sur les observations faites à partir d'une tour à flux installée dans la réserve de biosphère de Yangambi au nord-est de mon pays attestent que les forêts du bassin du Congo sont actuellement le premier poumon mondial. L'initiative d'Abidjan présentée par le chef d'État ivoirien, l'une des réponses de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre des résolutions de la COP 15, devrait permettre de mobiliser près d'1 milliard de dollars auprès des bailleurs de fonds pour restaurer les terres dégradées. Et au deuxième jour des travaux de Indaba Mining qui se tient à Cap Town en Afrique du Sud, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, dans son intervention, a mis un accent particulier sur la place que la République démocratique du Congo, qui a une grande réserve de lithium, minerai important dans la fabrication des batteries électriques. Patti Tondouango, reportage. Au deuxième jour des travaux d'Indaba Mining 2022, le Premier ministre fait son entrée dans la salle de conférence accompagné du président sud-africain Cyril Ramaphosa, Zambien Hakainde et Botchwane Masisi. Du haut de la tribune, il décrit les opportunités et les avantages d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo dans les secteurs des mines. Pays au scandale géologique, la République démocratique du Congo regorge une grande potentialité minière de près d'une cinquantaine de gisements de minerais, parmi lesquels le lithium, actuellement indispensable pour la fabrication des véhicules et batteries électriques en voie d'exploitation en République démocratique du Congo. Le thème de la conférence d'Indaba 2022 l'indique si bien, l'évolution du secteur minier en Afrique dans la transformation énergétique ESG et des économies. Le gouvernement que je dirige s'attelle-t-il, grâce à son service géologique national, à procéder à la cartographie géologique nationale ainsi qu'à la certification des réserves minérales nationales, dont la plupart appartiennent aux entreprises minières du portefeuille de l'État, telles la GECAMI, la MIBA, la Sokimo, la Sakima et d'autres encore. Et d'autres potentiels restent disponibles dans le cadre de notre plan cadastral orchestré par notre cadastre minier. Ceci est une opportunité qui s'offre à tout investisseur intéressé par ce secteur économique, dans le cadre des partenariats gagnant-gagnant. Et par partenariat gagnant-gagnant, ici nous entendons
gagnant pour l'investisseur, gagnant pour la République démocratique du Congo, mais surtout gagnant pour tous les citoyens congolais. Car finalement, toute notre politique et notre rôle en tant que gouvernement, c'est d'assurer leur bien-être. Habitué à la conférence d'Indaba, à la 25e édition, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge intervient ce mardi 10 mai 2022 comme chef du gouvernement congolais, une personne ressource ayant maîtrisé les secteurs miniers congolais. Bien avant, le président de l'Afrique du Sud, puis organisateur d'Indaba, Cyril Ramaphosa, a lancé un appel aux pays africains pour travailler en synergie pour développer les secteurs miniers qui doivent contribuer ainsi au développement de leurs pays respectifs et à lutter contre la pauvreté. Un appel auquel la République démocratique du Congo a répondu positivement par le biais du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, représentant personnel du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ses rendez-vous annuels. À Kinshasa, au Sénat, séance d'ouverture hier lundi 9 mai 2022 de la commission ad hoc chargée de la rédaction de la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires, conformément à l'article 104 alinéa 2 du règlement d'ordre du Sénat, nous dit Edith Chala. La commission ad hoc rédaction synthèse nationale des rapports parlementaires du Sénat, dont les travaux se sont ouverts lundi 9 mai, a pour mission de synthétiser les rapports parlementaires conformément aux prescrits de l'article 233 alinéa 4 et 5 du règlement intérieur du Sénat, qui rappelle aux sénateurs le devoir de déposer dans les 15 jours après l'ouverture de la session ordinaire des rapports relatifs à la vie politique, économique, sociale et culturelle de leurs circonscriptions respectives. Conformément à l'article 104, alinéa 2 de notre règlement intérieur révisé, le sénateur qui représente sa province a, au regard de la situation actuelle de nos provinces, l'obligation de pousser le gouvernement central à fournir les efforts pour améliorer le vécu quotidien de nos populations. Pour mieux aider la commission dans sa tâche, nous avons jugé utile de procéder, dans le cadre du suivi et conformément à l'article 36, alinéa 2 du règlement intérieur révisé, à une évaluation comparative des 2 premières éditions de la synthèse nationale afin d'en relever les problèmes persistants. Le document contenant les conclusions de ce travail ressort des statistiques de récurrence, de nouveaux problèmes et de ceux qui n'ont pris en compte dans la 2e édition de la synthèse nationale. La sénatrice Nathalie Mboulassung Sanata, rapporteure adjointe de la Chambre haute du Parlement, préside ces travaux, lui conférant cette attribution. Elle est assistée par Sonia Kamitatou, vice-présidente, Victorine Luessé, rapporteure, et Zeta Bamanissa, rapporteure adjointe. Parlons à présent de cette remise à niveau des policiers du commissariat provincial du Kwilu. Les éléments de la police nationale congolaise sont en formation de renforcement des capacités sur les techniques d'intervention et de rétablissement de l'ordre public. Des précisions avec Nicole Seseploka. Cette formation vise à renforcer les capacités des éléments de la police nationale congolaise dans les territoires d'Idiofa sur les différentes techniques d'intervention dans le maintien de l'ordre public. Une initiative du commissariat provincial du Kwilu avec à sa tête le général Kanold, sous la supervision du commissaire du territoire d'Idiofa, le colonel Pierre Mungila. Lorsque les policiers interviennent, ils doivent savoir respecter certains principes pour arriver au bout et atteindre leurs objectifs. C'est pourquoi nous sommes venus. Je pense qu'à la fin de cette formation, nos policiers seront capables d'intervenir en professionnel et ils vont vraiment démontrer qu'ils ont été formés. C'est pourquoi nous sommes là et je remercie beaucoup notre commissaire provincial. Je me réjouis parce qu'en fin de compte, j'aurai un escadron réellement d'intervention. Donc, nous remercions le commissaire provincial qui nous appuie dans nos démarches de sécuriser la population. À noter que l'unité de santé du commissariat de la cité d'Idiofa bénéficie aussi de cette formation de renforcement des capacités sur les techniques d'intervention des policiers. Ceci en prévision de la création de la mutuelle de santé des policiers dans les territoires d'Idiofa.
Voilà, allons à présent dans le Congo central où il y a fin des travaux de finissage et d'assainissement de la chaussée du quartier Mvuzi à Matadi. De ce coin du pays vient d'avoir pour une première fois une chaussée macadamisée. Un commentaire de Pierre-Mbouy Saïdi. Ces coins perdus de la commune de Mvuzi, dans la ville portuaire de Matadi au Congo central, situé à quelques encablures du célèbre stade Patrice Emery Lumumba et en aval du mont Kasukumbu, coin qui porte abusivement, les sobriquets du quartier Texas étaient victimes depuis plusieurs années d'un enclavement criant dû à la dégradation très prononcée de sa principale voie d'accès, une bretelle de plus de 600 mètres. Une route tertiaire qui connaît depuis près d'un mois divers travaux, des réhabilitations de sa chaussée, de la modernisation de ses infrastructures connexes, dont le redimensionnement du caniveau, l'érection des murs de soutènement des escaliers, sans oublier sa mise au niveau standard et normes internationaux en la matière, par le biais de son électrification, avec une centaine de lampadaires d'éclairage public. Ouais, ça va désencombrer le quartier et puis ça donne aussi une belle image dans les quartiers Texas. Aujourd'hui, ce qui est fait, la décarpation, plateforme, et les dernières étapes de tonnage en chaussée souple. C'est vraiment une très bonne chose. Tous ces travaux, réalisés sur fonds propres des recettes urbaines de la mairie de Matadi, traduisent la ferme volonté des autorités de cette ville portuaire de booster les processus de développement durable et intégral dans cette partie du Congo central à travers une vision managériale de gestion. La gestion d'un pays n'est pas chose aisée. Elle est faite de probité et d'abnégation pour l'intérêt général. Nous devons soutenir les bonnes choses. Par le biais de l'exécution de tous ces travaux, le maire de Matadi, Maître Patine Zouziouama Kengedi, caresse le vœu de voir les quartiers Texas, dans la commune de Mvuzi, devenir l'un des grands pôles socio-économiques de cette ville chère au Congo. Ouverture hier lundi des travaux de jumelage entre les assemblées provinciales de Kinshasa et du Haut-Uélé. Il s'agit pour les deux institutions de procéder à l'échange d'expériences parlementaire et politico-administrative. Nathalie Mboula Kabé a signé ce reportage. La délégation des 7 députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa qui rejoint leurs collègues du Haut-Uélé pour réfléchir sur les réalités parlementaires de leurs institutions respectives. Dans son mot d'ouverture de ces travaux, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé, honorable Afonda Fongenda Sumbu, salue l'initiative et en définit quelques perspectives. Je m'en vais à ce titre saluer l'initiative bien qu'unilatérale qui nous ouvre les horizons d'aspiration au jumelage des assemblées provinciales de Kinshasa et du Haut-Uélé. Thématique à définir en ce jour pour une bonne coopération des uns et des autres. Un autre motif de satisfaction, c'est celui du chef de la délégation venue de Kinshasa, l'honorable Mbonzi Wambonzi Désiré, qui parle de la mutualisation d'expériences. L'histoire aura alors réellement retenu que ce jour est un jour qui marque un départ décisif, un départ aussi glorieux pour le jumelage profitable aux uns et aux autres de nos deux assemblées seules. Outre les débats sur les différentes expériences, la rencontre a été aussi marquée par la visite du chantier de construction du siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé par le gouvernement provincial. Une visite effectuée sous la conduite de l'honorable speaker du Haut-Uélé, Afonda Fongenda Sumbu. Ces hôtes venus de Kinshasa se sont dit émerveillés. Que ce soit leur initiative à doter leurs services de bâtiments et de structures. Ce que nous vivons ici nous surprend. Et fin de formation sur la transformation des produits agricoles locaux. C'était une journée organisée à l'attention des femmes entrepreneurs réunies au sein de la structure Grand Équateur en marche. Et l'objectif de ces travaux était de lutter contre la pauvreté. Regardez. En raison de la crise russo-ukrainienne, que s'est tenu cet atelier de formation et de sensibilisation. Parmi les points débattus au cours de cette rencontre figurent notamment les questions relatives à l'autonomisation et l'autoprise en charge des ménages ainsi que la transformation des produits agricoles locaux. L'objectif affiché étant de permettre aux participantes d'acquérir les connaissances dans la fabrication et préparation des pains galettes et pains gâteaux ainsi que d'autres produits alimentaires. C'est là, grâce à la farine des maniocs, une alternative naturelle et saine à la crise. La farine des bleus qui connaît le monde actuellement. Il y a eu également au menu de cette activité, le développement économique et social de l'espace Grand Équateur.
Au thème de cette formation, Didier Kabela Litengue, président de la structure Gant Équateur En Marche, a donné l'essence de cette activité. Nous voulons développer la farine de manioc afin de lutter contre la pauvreté au niveau du Grand Équateur. Ceci pour répondre à l'appel du chef de l'État dans le cadre de son programme de 145 territoires. Et le Grand Équateur En Marche est déterminé à aider les chefs de l'État à aller de l'avant pour que les projets de l'autonomisation de la femme dans les milieux ruraux, secteur Grand Équateur, deviennent une réalité avec la culture de manioc. Cet atelier de formation et de sensibilisation initié par la structure Grand Équateur En Marche s'inscrit dans les cadres stratégiques de prévention des luttes contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Dans le Kwango, le cercle de réflexion pour le développement de Féchi, CRDF, vient d'entamer sa phase de réalisation des projets. C'était au début de ce mois de mai à Féchi, territoire situé à 320 km au sud de la ville de Kenge. RTNC Kwango, Merlin Tebeja et Estras Congo pour le reportage. Par un groupe de jeunes de la contrée, cette structure compte remédier à plusieurs maux qui rongent les territoires de Féchi. Selon Alain-Louis Ditalamakou, initiateur de cette plateforme de développement, les jeunes Féchois doivent intégrer l'idéologie nouvelle en bannissant les antivaleurs. Apporter ne serait-ce qu'un petit développement. Pour ce faire, ces groupes ont initié des projets dans différents domaines d'intervention. Dans l'agriculture, ils possèdent des champs de manioc aux différents villages ainsi que les étangs pour lutter contre la malnutrition. La construction des ponts et passerelles sur plusieurs rivières afin de permettre le passage des personnes et l'évacuation des produits agricoles des villages lointains à la cité. L'octroi des bancs pupitres aux établissements scolaires de la place. Félicitations pour papa Alain Louis de Tonton pour l'acte posé dans notre territoire, précisément sur notre rivière Féchi à Mutunda. Nous avons traversé sans problème. Je viens de Mutangoutad. Je suis infirmier à Mabaya. Maintenant, je vais à Féchi. Notez par ailleurs que ce cercle a déjà réalisé 3 passerelles à Mutunda, Makila et Ankusu Féchi. La 4e est en cours de réalisation vers Mikanda. Toujours dans le Kwango et dans sa mission de faire le plaidoyer pour l'amélioration des conditions sociales des sports congolais, la délégation de l'Association des sports sans frontières a procédé à l'installation des membres du comité provincial de cette organisation dans cette même province. Suivez cela en images avec nos confrères de la RTNC Kwango. Le but de faire le plaidoyer en faveur de sportifs de toute la République démocratique du Congo et dans la bataille des contributeurs à l'amélioration de la vie sociale et professionnelle des sportifs congolais évoluant au pays et à l'étranger. C'est dans cet élan que l'Association de sportifs sans frontières, ASAF en sigle, avec à sa tête le grand homme et ambitieux Maître Junior Kabamba, le président national de l'ASAF, poursuivant sa mission de rendre effective l'installation de l'ASAF dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Après la ville-province de Kinshasa, le Tanganyika, où 2 comités urbains et provinciaux chapeautés par les sportifs de la place ont été provisoirement élus, le bonheur sportif s'est installé dans l'ex-province de Bandundu, plus précisément dans la province des 5 territoires. Il s'agit de la province de Kwango. Les politiciens que nous avons au Kwango ne supportent plus le sport. Ailleurs, je vous donnerai l'exemple de Katanga. Le sport est soutenu par les politiciens. Nous n'avons pas de terrain clôturé. Le sport n'a qu'un séjour sur les rues. C'est honteux. Le président des sportifs sans frontières, lorsque vous rentrez à Kinshasa, ne croisez pas les bras. Topez des maisons de politiciens. Les élections de comités provisoires ont été effectives. Ensuite, le dimanche 1er mai 2022, tout a commencé par un carnaval pour chuter au terrain de football de la prison centrale de la province de Kwango, où une série d'exhibitions et combats des arts martiaux et un match amical de football avaient opposé des nouveaux membres de la SAF, de la dite province et leur comité provisoire provincial à la délégation venue de Kinshasa.
L'avant-projet de loi sur les violences basées sur le genre, déjà sur la table de plusieurs autorités compétentes du pays, est pour son examen et adoption au Parlement au cours des prochaines sessions parlementaires. Les membres du consortium Alliance stratégique de plaidoyer du Sud Kivu ont fait le déplacement pour Kinshasa pour le déposer. Eric Kabamba et Dieu merci Sueka, un reportage. Peut arrêter leur détermination. Après avoir été à Kinshasa l'année dernière, les membres du consortium Alliance stratégique des plaidoyers basé dans la province du Sud Kivu sont encore revenus à Kinshasa, cette fois-ci pour bouger les choses afin que leur avant-projet de loi qui vise à prévenir et réprimer les violences basées sur le genre soit débattu à l'Assemblée nationale au cours de la prochaine session de septembre, a dit Venancy Bissimois, chef de la délégation, au cours de cette conférence de presse. Alors notre alliance a décidé de revenir à Kinshasa pour booster la démarche et donner la chance à cet avant-projet de loi d'être analysé par l'Assemblée nationale lors de sa session de septembre parce qu'on a déjà raté la session de mars. Plusieurs innovations ont été apportées à cet avant-projet de loi, comme l'introduction de la majorité sexuelle, le non-remboursement de la dot, quelles que soient les circonstances. Donc maintenant, d'autres innovations, c'est que cette loi ici, d'abord ça a élargi et ça a renforcé la répression. Avec la loi, on a parlé maintenant des coutumes rétrogrades, c'est-à-dire ce sont tous les actes et tous les faits qui peuvent porter atteinte à la dignité de quelqu'un et qui sont fondés par des croyances et des pratiques coutumières. L'adoption de cette loi spécifique aux violences sexuelles basées sur le genre fait suite à la déclaration de Kampala où les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL s'étaient engagés à doter leur pays et la RDC est l'unique pays de la sous-région qui traîne encore les pas. Nouvel évêque au diocèse de Kalima dans la province du Maniema, il a été présenté officiellement au cours d'une cérémonie présidée par l'archevêque de l'église anglicane du Congo en séjour de travail à Kindu. Nicole Sesep-Loka, reportage. Une double cérémonie présidée par l'archevêque de l'église anglicane du Congo, sa grâce Andé Georges. Il s'agit bien du sacre et de l'intronisation du nouvel évêque du nouveau diocèse de Kalima en territoire de Pangui au Maniema. Dans son homélie, le prélat anglican a martelé que l'homme doit marcher avec Dieu pour le bien-être de son peuple. Pour sa part, l'évêque du diocèse de Kindu, Zachary Massimango Katanda, a salué la création de ce diocèse, fruit d'un long processus. Pour l'évêque de ce nouveau diocèse, Christophe Kangamina Sadiki, la propagation de l'évangile de Jésus-Christ au peuple de Dieu figure parmi ses priorités. Ce nouveau diocèse couvre une grande partie du territoire de Pangui au Maniema et du territoire de Chabunda dans la province du Sud Kivu. Présent à cette cérémonie d'intronisation, le sénateur Jérôme Bikenge Musimbi a demandé au nouvel évêque du diocèse de Kalima d'être l'église au milieu du village et d'éviter les conflits. Qui doit être syndicat et quel est son rôle dans l'entreprise? Des questions qui ont trouvé des réponses dans une session de formation dédiée aux femmes, présidée par la présidente nationale de CONAFI, syndicat RTNC, nous dit Chimène Dondo. Au cours de cette session de formation, les délégués et membres ont été équipés sur les notions syndicales pour mieux exercer leur profession en défendant les intérêts de travailleurs et agents dans les entreprises. Ces assises étaient aussi une occasion pour les femmes de la CONAFI de s'imprégner de leur rôle dans ces syndicats et leurs valeurs. Le président national de CONAFI a donné son point de vue sur les femmes syndicales. Nous exhortons les mamans qui ont suivi cette formation à capitaliser les acquis de cette formation et celles-là qui ne sont pas venues avec nous, que prochainement, qui ne puissent pas rater l'occasion. La femme doit savoir le rôle qu'elle doit jouer dans une entreprise ou dans un établissement comme la RTNC. C'est pourquoi nous avons besoin de toutes ces mamans qui sont restées prochainement et qu'ils s'approchent beaucoup plus du syndicat CONAFI parce que c'est un syndicat qui fait la différence. Cette formation donnera à toutes les femmes et membres de CONAFI une valeur ajoutée pour la préparatif de l'élection syndicale qui s'annonce déjà.
et à l'enseignement supérieur universitaire et plus précisément à l'IFASIC, les professeurs et chercheurs ont organisé un colloque scientifique pour proposer des solutions sur la circulation de la bonne information en temps de guerre. Un commentaire de Christine Lenzo sur les images de Simon Kankolongo. Initié par l'IFASIC, les colloques de réflexion scientifique sur la gestion de l'information en période de conflit en Afrique et à travers le monde a réuni les experts, les chercheurs et quelques professeurs aussi, des éditeurs et journalistes évoluant dans la capitale. Une journée qui a permis à tous de réfléchir entre autres sur la situation de guerre qui persiste entre la Russie et l'Ukraine et d'effrayer la chronique et met en difficulté les professionnels des médias appelés à jouer un rôle crucial dans la collecte, traitement et diffusion de l'information en temps de guerre. Parmi les intervenants, les professeurs Kambaï Boacha, les professeurs Jean-Lucien Kitima, Martin Zakiaou, les professeurs Wawa Sayal, les professeurs Moukeni, Arthur Yenga, les professeurs Matumweni, les professeurs Ekambo, pour ne citer que ceux-là. Ajoutés sur cette liste, les secrétaires généraux chargés de la recherche et les représentants résidents de l'UNESCO. Ils ont tour à tour cherché à démontrer comment la combinaison des outils informationnels à travers le web diffuse un certain nombre de mensonges pour contrôler l'opinion publique des parties engagées dans les conflits. Ils ont aussi abordé l'approche sémiotique de la vérité et les mensonges dans les récits de guerre, avant d'appeler tous à manier avec prudence les réseaux sociaux lorsqu'il s'agit de s'informer sur les récits de guerre. Occasion aussi pour un des professeurs de présenter la difficulté pour les correspondants de guerre de diffuser les informations neutres sur les conflits russo-ukrainiens, étant la cible privilégiée de deux parties qui cherchent à contrôler les médias et leur imposer leur version des faits. Au finish, les 10 colloques scientifiques organisés avec l'appui de l'UNESCO a pu fournir aux journalistes les éléments de connaissances sur la pratique journalistique, aussi une grille de lecture du traitement de l'information en temps de guerre. Restons dans ce secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et cette fois-ci à l'université de Kinshasa, la police universitaire vient d'être instruite aux nouveaux termes propres à la police. C'était lors d'une cérémonie officielle de passation du commandement présidée par le professeur Dr Jean-Marie Kayembe. Rodé Panda, reportage. L'étendard du drapeau de l'université de Kinshasa passe des mains du recteur, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, vers le nouveau commandant Jean de la Grâce Ngomoka. C'est la passation officielle de commandement. La cérémonie a été organisée ce mardi 10 mai 2022 devant le membre du comité de gestion, la troupe de la police et l'ensemble de la communauté de l'université de Kinshasa. C'était l'occasion pour le nouveau numéro 1 de la sécurité de l'UNIKIN de remercier les comités de gestion et toutes les autorités universitaires de tous les efforts d'encouragement à l'endroit des agents de sécurité, aussi pour les choix portés sur sa modeste personne avant de sensibiliser les troupes placées sous son commandement à la discipline et la loyauté. Avant la prise de parole par le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, recteur de l'UNIKIN, les éléments de sécurité ont reçu une dotation des équipements de travail, notamment des tenues, des matraques électriques, pour la bonne prestation et un réconfort moral. Le recteur de l'UNIKIN a souligné devant l'assistance combien cette cérémonie est revêtue d'une grande importance pour garantir la sécurité et la paix sur tous les sites du campus. Mais surtout, le savoir en vue de faire de cet alma mater source de solutions de tous les problèmes du pays. Il a reconnu le sacrifice et le dévouement de cette police. Ayez un cœur de paix, de rigueur, de loyauté et d'honnêteté, c'est juste un premier pas et non le dernier. D'autres dotations vont suivre, a-t-il martelé. Le football africain et néerlandais en deuil. Jody Lukoki, international congolais et ancien joueur d'Ajax Amsterdam, est décédé hier à l'âge de 29 ans aux Pays-Bas dans des circonstances non encore élucidées. Certaines sources annoncent un décès suite à une agression en boîte de nuit. Iverson Kabwaba nous propose ici son parcours. Le Congolais est en deuil depuis ce week-end. La presse néerlandaise a annoncé le décès de l'international congolais aux Pays-Bas, Jody Lukoki, à seulement 29 ans. Certains médias congolais annoncent un décès suite à une agression en boîte de nuit. Le joueur aurait été poignardé, mais aucune annonce officielle n'a jusqu'alors confirmé cette information. Le natif de Kindu est arrivé très jeune aux Pays-Bas et a fait ses clubs néerlandais. Une année plus tôt épineuse
est éprouvante pour les Léopards puisqu'après une condamnation pour la violence conjugale, le FC Twente va résilier son contrat avec le joueur en février dernier. Jody Luko qui aura compté 3 caps avec les Léopards de la RDC, tout en amical. Le 2 premiers en 2015 et la dernière en octobre 2020. Triste. Images que prend fin ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez Françoise Boué-Labois qui est à 20h. Et quant à moi, je reviens demain à la même heure et avec le même plaisir.